Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon parcours de flamme jumelle en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc avant que j'aille plus loin, j'aimerais vous dire que mes trois chats actuellement sont réveillés. Par conséquent, je m'excuse d'avance du bruit qu'il pourrait potentiellement y avoir pendant cette vidéo si jamais vous trouvez cela dérangeant, étant donné que j'ai pas la possibilité de faire autrement. C'est probablement que la vidéo ne vous est pas destinée. Alors dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet que en fait je prépare depuis un certain temps, mais chaque fois je n'arrive pas à trouver le bon angle d'approche. Et puis bon ben ce soir j'ai décidé de me lancer parce que je crois qu'à un moment donné il faut arrêter de remodeler les choses, arrêter de les repousser à plus tard aussi, et simplement passer à l'action et voir ce que ça donne. Donc le sujet que j'aimerais aborder ce soir, c'est sur la dépendance affective chez le profil Yin, que je vais aborder notamment à travers mon parcours et aussi avec potentiellement quelques explications théoriques. Donc on verra si ça se présente de la bonne manière au moment où je parle. Donc j'y fais bien sûr beaucoup au feeling. La raison aussi pour laquelle j'en parle, c'est parce que j'entends assez souvent dire que, soi-disant, chez le profilier, il n'y aurait pas de dépendance affective, sous prétexte qu'il est très indépendant et qu'il n'est pas forcément attaché aux gens, et notamment pas forcément attaché, en tout cas, pas dans le sens être collé tout le temps avec à son jumeau ou à sa jumelle. Disons que par rapport à l'affirmation selon laquelle il n'y aurait pas de dépendance affective chez le profil Yin, je suis, on va dire, pas tout à fait en accord avec cette affirmation. Et la raison pour laquelle je ne suis pas tout à fait en accord, c'est notamment parce qu'en fait, selon moi, il y a une malcompréhension ou une incompréhension par rapport à la définition de ce qu'est la dépendance affective, puisqu'en effet, dans le terme dépendance affective, le cliché, en tout cas l'image cliché que la plupart des gens comprennent à travers le terme dépendance affective, en fait, c'est extrêmement étroit. Et ce qu'est la dépendance affective en vrai sur le plan psychologique, c'est beaucoup plus large en fait que l'image cliché que les gens ils en ont. Tout d'abord, avant de continuer, je vais me pencher assez brièvement sur mon parcours personnel donc par rapport à la dépendance affective. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais rester dans les grandes lignes. Donc dans mon cas, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai très longtemps cru que j'étais quelqu'un d'extrêmement indépendant, et même je revendiquais cette indépendance, c'est-à-dire que parfois quand je n'avais pas les mêmes goûts que les autres ou pas les mêmes envies, ben, j'allais faire mes activités toute seule dans mon coin et j'étais très contente. J'ai passé aussi une enfance qui était passablement solitaire, notamment pas forcément par choix, mais aussi parce que étant HP et Asperger, je m'intégrais pas forcément très bien avec les autres enfants, mais pendant très longtemps j'en ai pas souffert. Et je me contentais très bien et très heureuse d'être dans ma bulle, à m'inventer d'histoires, à observer la nature, à parler aux animaux, etc. et tout ça. Donc en fait, globalement, moi j'ai eu une enfance qui, en termes de jeu, en tout cas avec les pères, était plutôt solitaire et qui me convenait très bien. Et même, je revendiquais en fait mon indépendance parce que la plupart des gens ne comprenaient pas mon goût pour la solitude et pour le calme, alors que pourtant, moi, j'avais besoin de ça. Donc on pourrait croire à m'observer en fait que dans l'enfance je n'avais pas de dépendance affective, mais en vérité c'était pas si simple que ça, puisqu'en effet d'une part j'ai eu une mère qui était une mère surprotectrice, donc une mère couveuse et mère poule, et donc j'avais en fait une relation déjà fusionnelle avec ma mère. Mais surtout, en fait, j'ai toute mon enfance et j'ai eu beaucoup d'animaux. Et dans la mesure où je comprends les animaux beaucoup mieux que les humains, en fait, j'étais extrêmement proche des animaux et j'aimais beaucoup les animaux. Et en fait, la vérité, c'est que je me projetais à travers les animaux. Et donc, je dirais que durant mon enfance, même si j'étais assez seule par rapport aux autres enfants et que je m'en contentais, en réalité, à ce moment-là, j'avais déjà de la dépendance affective qui se manifeste notamment à travers ma relation fusionnelle avec ma mère, mais aussi et surtout à travers la relation fusionnelle que j'avais avec mes animaux. Donc plus tard, quand j'ai rencontré en fait mon ex, donc un homme avant mon jumeau avec lequel je suis restée en couple pendant 5 ans, avec lui en fait j'ai développé une dépendance affective dans le couple, donc le profil yin peut avoir de la dépendance affective dans le couple. Et à ce moment-là, en fait, par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus en fait la fusion avec ma mère, mais que je l'avais toujours avec mes animaux, ainsi qu'avec mon partenaire à ce moment-là. Et puis, comme vous le savez déjà, si vous avez regardé mes vidéos de témoignages, mais à un moment donné, on s'est séparés. Et donc avec mon partenaire, j'entends. Et donc ça m'a plongée dans la nuit noire de l'âme. Et le fait d'avoir été rejetée, notamment parce que une des raisons, c'était que justement, j'avais des animaux.
Ça m'a très, 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 très profondément blessée. Et en fait, à ce moment-là, donc, je me suis juré plusieurs choses parce que j'avais été extrêmement blessée. Et ces choses, c'était notamment que je n'aurais plus de dépendance affective ni pour le partenaire ni pour les animaux. Et donc d'une part, je me suis pas remise en couple jusqu'à ce que je rencontre mon jumeau où l'attraction était plus forte que la volonté de ne plus être en couple. Et surtout, ben, j'ai déménagé et à ce moment-là, je n'ai plus eu d'animaux et je n'en ai pas repris. Et c'était volontaire de ma part à ce moment-là parce que j'avais quand même pris conscience d'avoir été dépendante affective dans le couple, que je voulais travailler sur moi et pouvoir vivre par moi-même en étant seule. Et donc à ce moment-là, pendant une période, j'ai plus été en couple et je n'ai plus eu d'animaux non plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là au niveau de la dépendance affective? En fait, je voulais travailler dessus, mais en fait, ça n'a pas du tout marché, puisqu'à ce moment-là, le mécanisme de dépendance affective s'est transformé et que là où j'avais eu de la dépendance affective avec ma mère, puis avec des animaux, puis avec mon ex, en fait, je me suis retrouvée à avoir une dépendance affective sociétale, c'est-à-dire que j'étais plus forcément attachée à un individu en particulier, mais en fait, c'est exactement à cette époque-là que j'ai commencé à sortir énormément, à voir plein de gens, à faire plein de soirées, de soirées jeux, de soirées restaurants, de pique-niques, de soirées bowling, et tout ça, où j'allais à des sorties où je connaissais pas forcément les gens, je faisais connaissance pour la soirée, et puis après je rentrais, je me souvenais même pas d'eux. Et en fait, à ce moment-là, cette dépendance affective, elle est devenue plus dans le fait en fait d'être dépendant d'individus particuliers, que ce soit des humains ou des animaux, mais le fait d'être entouré de gens, même sans s'attacher aux gens. Et en fait, c'est là où j'aimerais en venir, c'est que la dépendance affective, elle peut se manifester en fait à travers l'attachement au regard d'un individu particulier, mais elle peut aussi se manifester à travers en fait une multitude de contacts sociaux avec des individus auxquels on ne s'attache pas, et ça c'est en fait aussi de la dépendance affective, hein. Donc du coup, quand on dit que le profilier n'a pas de dépendance affective, sous prétexte qu'il n'est pas forcément un dépendant affectif en couple, c'est pas pour moi tout à fait exact parce que le profilier, donc je vais pas faire de généralité, mais pour l'impression que j'en ai, et en tout cas pour mon cas personnel, le profilier, en fait, de la perception que j'en ai, aurait plutôt de la dépendance affective sociétale, c'est-à-dire le fait d'être dépendant du regard des autres, dans le sens où le profil en fait a très peu de valeur de lui-même, donc enfin, globalement le profil en tout cas c'est mon cas, manque d'estime de lui ou d'elle, et ça a pour conséquence en fait que, étant donné qu'on pense ne pas avoir de valeur, donc personnellement je pensais ne pas avoir de valeur, en fait je pensais même que c'était impossible de m'aimer pour ce que j'étais, et, euh, et du coup en fait la seule façon pour moi d'avoir de la valeur, c'était que des autres personnes en fait justifient ma valeur en m'appréciant. Donc pour cette raison, je tenais pas spécialement, après bon, ça peut y avoir des nuances, c'est-à-dire que dans mon cas par exemple, je voulais pas spécialement être aimée, mais je voulais surtout pas être détestée, ce qui est aussi une façon en fait de vouloir être valorisée, même si c'est tourné dans l'esprit, je ne veux pas être dévalorisée, mais en fait c'est la même chose, même si dans le mental en fait on peut être braqué sur une tournure qui est je ne veux pas être détestée plutôt que je veux être admirée. Dans les faits, c'est la même chose, mais personnellement, si on m'avait demandé à l'époque si je voulais être admirée, j'aurais répondu non, surtout pas. Par contre, le fait que je voulais pas être détestée, ça c'était très vrai. Alors que en fait, ben, quelque part, c'est quand même un peu le même mécanisme, mais ça, c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de savoir. Donc, maintenant, oui, alors la dépendance affective, en fait, plus que l'image cliché qu'on en a souvent, qui est qu'un dépendant affectif serait trop attaché à son partenaire. La dépendance affective, en réalité, sur le plan psychologique, c'est bien davantage une posture mentale qui est reliée à un manque d'estime de soi, à un manque de valeur de soi et à un sentiment d'incomplétude en soi. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on cherche l'admiration, en tout cas la valorisation dans le regard de l'autre. Euh, et une façon aussi de se compléter, de vivre à travers le regard des autres, même si, et je le répète encore une fois, ce mécanisme en fait se traduit pas forcément avec un partenaire en particulier, mais qui peut aussi se traduire à travers un entourage composé d'une multitude de personnes.
Donc pour ma part, j'ai énormément travaillé avec ce livre-là que je vais vous montrer, dont je vous mettrai les références comme d'habitude dans la description, qui est Vaincre la dépendance affective de Sylvie Tenenbaum. À un moment donné, donc surtout dans le parcours que je faisais avec Anaïs Dessau, j'ai lu ce livre et j'ai stabilo-bossé tous les passages dans lesquels je me reconnaissais. Donc je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais j'aimerais juste que vous voyez à quel point il y a énormément en fait de stabilo dans ce livre. Donc en fait, en gros, je me suis reconnue dans presque toutes les phrases, de presque toutes les pages. Et en fait, il y avait tellement de passages dans lesquels je reconnaissais mon histoire à l'intérieur que, enfin limite, il y a, comme vous avez pu le voir, plus de passages avec du stabilo que de passages sans stabilo. Donc juste pour vous donner un exemple, là j'ai sélectionné en fait 3 extraits qui me parlaient particulièrement, que je vais vous lire à voix haute. Bien entendu, je ne vais pas vous lire tout le livre parce que sinon on en a pour 3 jours. Alors, la première phrase que j'ai sélectionnée: je n'ai pas le droit de m'affirmer tel que je suis, alors je suis sans cesse en suradaptation à l'autre pour être aimé. Si je suis spontanée, on jugera mal ce que je fais ou dis, donc je me ferai remarquer et juger négativement. Je suis insatisfaite de moi en permanence, je dois ne jamais décevoir. Qui, me connaissant, pourrait continuer à m'aimer puisque je ne vaux rien? Il est essentiel pour les patients de balayer le lourd écran de fumée qui les empêche de se voir tels qu'ils sont. Essentiel aussi de dissiper le brouillard qui noie leur vie émotionnelle dans la confusion, qui anesthésie et engourdit les facultés de compréhension de ce qu'ils vivent, et masque leur personnalité profonde pour finalement les rendre étrangers à eux-mêmes. Donc tout ça, ça a fait résonance en moi sur le fait que j'avais pas de valeur à mes propres yeux, sur le fait que j'étais convaincue que je pouvais pas être aimée pour ce que je suis et que donc il fallait que je devienne quelqu'un d'autre qui s'adapte au regard de l'autre pour réussir à renvoyer dans le regard de l'autre l'image que lui voulait voir de façon à ne pas être rejetée parce que j'avais peur du rejet et qu'à force de faire ça, et ben en fait j'avais perdu le contact avec moi-même et que pour finir je savais plus qui j'étais, ni ce que j'aimais, ni ce qui me faisait plaisir, ni ce qui pouvait me rendre heureuse. Donc tout ça, il y a énormément d'échos en fait. Ça, bon, c'est assez complexe. Le travail sur soi, c'est quand même très complexe. Donc ça, il y a énormément de nœuds en fait à conscientiser et à démêler après. Donc ça a été plutôt un travail de longue haleine. Donc je dirais que moi, le travail que j'ai fait avec ce livre, ça m'a pris environ 3 mois. Mais qu'après, pour vraiment, vraiment dénouer en fait toutes les implications que ça a eu, enfin, par rapport à mon enfance aussi, par rapport à la relation avec mes parents, par rapport à la relation avec mes pères, par rapport à tout ce que ça a eu comme impact aussi, le fait d'avoir été abandonnée à la naissance, tout ça, le fait de dénouer tous les nœuds pour identifier tous les mécanismes malsains et ensuite pouvoir reconstruire une personnalité saine, ça a été un travail de longue haleine et je dirais que ça m'a pris au bas mot dans les 6 mois et jusqu'à 1 an et encore à l'heure actuelle, ben, je suis pas complètement sûre d'avoir exactement terminé. Le point commun enfin les points communs qu'il y a entre la personne qui souffre de dépendance affective et le profiling. Donc en tout cas, j'ai fait une sélection en fait des points communs que je trouve entre la personne qui souffre de dépendance affective et moi telle que j'étais à l'époque. Donc j'ai pas fait une liste de dizaines et de dizaines de traits caractéristiques parce que sinon cette vidéo elle durerait 3 heures. Mais pour reciter quelques points que j'ai relevés, il y a ne pas se connaître, se rejeter et se fuir soi-même, le sentiment d'insécurité qui est constant, le fait d'être convaincu de ne pas avoir de valeur, et je le répète encore une fois, le fait d'être convaincu de ne pas pouvoir être aimé tel qu'on est de façon authentique, le fait d'attendre la, la valorisation, en tout cas en quelque sorte la validité de sa valeur, même si j'aime pas cette manière de le dire parce que c'est répétitif, mais bref, le fait d'attendre que le regard de l'autre en fait valide notre propre valeur. Il y a la peur du rejet, la peur aussi d'être abandonné, mais c'est très proche de la peur du rejet, et une certaine passivité dans la vie de tous les jours qui est due au fait qu'on a peur de décevoir l'autre, donc peur d'agir, et peur aussi de pas être capable en fait, parce qu'on
moi, je me sentais profondément pas à la hauteur pour faire les choses. J'avais tout le temps l'impression que les autres gens, ils étaient capables de tout faire mieux que moi et j'avais toujours de l'admiration pour les autres gens et très peu en fait d'estime de moi-même. Et je me souviens que j'avais pris une vraie baffe en fait une fois en mars où j'avais appelé Anaïs, que mes énergies étaient tellement basses ce jour-là qu'elle avait eu pitié de moi et qu'au lieu d'une séance de 50 minutes, elle m'avait fait une séance d'1h20. Donc ça m'avait tellement gênée que j'avais versé à Unity The Key une demi-séance en don sur PayPal. Enfin bref, ça c'est pour la petite anecdote. Mais ce qui m'avait vraiment ébranlé, c'est que ce jour-là, elle m'avait dit mais en fait, vous n'arrivez même pas à concevoir que c'est possible de vous aimer tel que vous êtes. Et en fait, je m'étais jamais aperçue de ça jusqu'au moment où elle me l'a dit, mais en fait, ça m'a vraiment ébranlé jusqu'à l'intérieur. En fait, c'est à ce moment-là seulement que j'avais conscientisé en fait le point auquel je ne m'aimais pas, le point auquel je n'avais aucune estime de moi, le point auquel j'étais sûre que j'avais pas de valeur et le point auquel mon moi intérieur ne pouvait pas intéresser les autres gens. Et tout ça, en fait, ben, c'est quelque chose, je vais pas dire que tous les profils yin sont comme moi parce qu'une fois de plus, mon parcours, mon parcours est basé uniquement sur ma propre expérience. Et dans mon propre parcours, en fait, j'ai très peu échangé avec d'autres flammes jumelles parce que je pensais que le parcours devait se faire uniquement de façon intérieure. Donc j'ai très peu regardé de témoignages. C'est seulement depuis quelques jours, en fait, que je regarde des témoignages d'autres flammes jumelles. Et j'ai très peu aussi échangé avec des autres flammes jumelles. Donc du coup, je sais pas en fait à quel point ce que je vous dis ou quel est ou les étapes de mon parcours en fait ça peut vous parler. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans cette chaîne et je continue actuellement à vous parler sans savoir si oui ou non ça résonne. Je suis désolée, je suis en train de m'étaler un peu, mais bref, tout ça pour montrer uniquement à quel point je suis à l'heure actuelle encore et malgré tout le travail que j'ai fait sur moi, peu sûre de moi. Mais bon voilà, je crois qu'à un moment donné, ben, il faut se confronter un peu au regard des autres. Et puis voilà. Donc la dépendance affective, ça a été pour moi un très gros morceau à traiter. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de dépendance affective chez le profil yin, je ne suis pas exactement d'accord. En fait, pour moi, chez le profil yin, comme chez le profil yang, il y a une dépendance affective. Par contre, cette dépendance affective, elle peut se manifester différemment et ne pas forcément en fait se voir sous la forme sous laquelle on l'attend. Mais dans la mesure où la dépendance affective est avant tout une posture mentale qui est corrélée au manque d'estime de soi et au sentiment d'incomplétude en soi, au fond, le profil yin, à mon sens, tout comme le profil yang, a aussi de la dépendance affective, mais pas forcément sous la même forme. Donc, c'est pour cette raison que pour ma part, en tout cas, le fait de lire ce bouquin, je vous le remontre encore une fois, même s'il est à l'envers, ça m'a énormément aidé parce que ça m'a permis en fait de conscientiser énormément de mécanismes et énormément aussi de manques que j'avais quelque part dans la construction de ma personnalité. Ça m'a permis aussi de savoir quelles en étaient les origines et de pouvoir en fait pas forcément remédier à cela, mais d'en tout cas pouvoir travailler sur les bons axes ou en tout cas sur les bons leviers pour réussir en fait ensuite à me construire une personnalité, une systémie qui soit saine, équilibrée et dans laquelle je me sens bien. Et la dernière chose que j'aurais à dire, même si c'est un peu moins réjouissant, c'est qu'il faudrait pas, enfin, il faut pas oublier non plus que la dépendance affective, en fait, en plus d'être souffrante pour soi, elle est souffrante pour l'entourage, puisque la personne dépendante affective est perçue par son entourage comme un vampire psychique, comme le montre également ce genre d'ouvrage qui était devenu très à la mode à une certaine époque. Je ne sais pas à l'heure actuelle en librairie si c'est encore très vendu, mais en tout cas, il faut savoir en fait que la dépendance affective, c'est toxique aussi pour l'entourage. Il ne faut pas non plus s'en sentir coupable parce que pour qu'une relation de dépendance affective s'installe, donc la relation, c'est toujours au minimum deux personnes et les deux personnes doivent être d'accord pour avoir ce type de relation. Donc en fait, la personne dépendante affective est coupable d'être dépendante affective, mais la personne qui se laisse entraîner dans une relation avec un dépendant affectif est tout aussi coupable en fait d'accepter ce type de relation et donc il n'y a aucune culpabilité. Enfin, oui, je dis pas qu'il faut pas ressentir de culpabilité, mais il n'y a pas de culpabilité plus grande d'un côté du binôme que de l'autre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et sur ce, je crois que j'ai un peu gentiment fait le tour du sujet.
Je sais pas du tout comment ça peut résonner chez vous parce que j'ai tout à fait conscience que ça peut soit trouver écho, soit déranger. Donc voilà, le cas échéant, sachez que j'ai simplement expliqué ma vérité et que vous avez le droit de vous reconnaître ou pas à l'intérieur. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous retrouve bientôt probablement dans un autre sujet. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bonne chance sur votre parcours et prenez soin de vous. Bye bye.